BRVM et le PCM Capital Advisor ont signé vendredi une convention pour aider les petites et moyennes entreprises. Cette convention, qui est l'aboutissement d'un processus démarré en 2013, consistant à créer un cadre formel de partenariat entre la BRVM et les fonds d'investissement afin de faciliter leur sortie par le canal du marché financier, a été paraphée par le directeur général de la BRVM, Edo Kossi, et Michel Abrongwa, président du groupe Phoenix Capital, dont dépend PCM Capital Advisor. Cette convention vise à faciliter l'accès des entreprises de l'UEMOA, notamment des PME, au financement par le marché financier régional. La convention prévoit l'échange d'informations entre la BRVM et PCM Capital Advisor, l'implication des sociétés de gestion et d'intermédiation très tôt dans le processus de sortie et l'assistance mutuelle dans la sensibilisation des entreprises. Selon les statistiques disponibles, entre 2008 et 2013, les fonds de capital investissement ont investi dans les entreprises en Afrique subsaharienne plus de 8,3 milliards de dollars, soit environ 4 150 milliards de francs CFA. En 2014, les marchés boursiers ont enregistré de par le monde 1421 nouvelles introductions pour 246 milliards de dollars, soit environ 123 000 milliards de francs CFA. Par ailleurs, entre 2007 et 2013, 200 sorties ont été réalisées par les fonds de private equity sur l'ensemble de l'Afrique. Une opération minutieuse. Dans ce bloc opératoire à Tokyo, un homme se fait retirer 2 tumeurs au poumon. Ces étudiants, eux, effectuent la même intervention chirurgicale sur une reproduction restituant parfaitement la texture, la forme et même le saignement d'un poumon humain. Sur l'écran de gauche, le poumon bien réel du patient et à droite, l'organe artificiel conçu sur la base d'un moule imprimé en 3 dimensions. S'exercer avec ce modèle et cet écran crée un environnement vraiment proche d'une opération sur un vrai corps humain. Cela n'existait pas jusqu'à présent. Mission réussie. Les tumeurs ont été extraites. Les étudiants comparent du bout des doigts l'original et la copie. La société à l'origine de ces organes artificiels fabrique aussi bien des poumons que des cœurs, des os, des foies et même des cerveaux. Le fabricant a vendu sa première vessie en octobre dernier pour 110 €, un prix élevé qui s'explique par un processus de fabrication délicat. Il faut d'abord imprimer le moule en 3 dimensions à partir d'IRM de patients. Ensuite, on remplit ce moule de différents gels spéciaux créés à partir d'analyses des propriétés d'organes d'animaux, comme leur texture. Ce sont ensuite des médecins qui effectuent les dernières retouches pour les rendre le plus proche possible d'un organe humain. Aujourd'hui, les organes reproduits en 3 dimensions peuvent fournir aux chirurgiens un élément visuel très utile pour les opérations. Mais la recherche progresse et ces technologies pourraient bientôt bouleverser la médecine. L'utilisation d'organes eux-mêmes imprimés en 3D en biologie est actuellement une priorité de la recherche médicale. Il paraît évident qu'à l'avenir, il sera possible de réaliser des implants avec ces organes. Une telle révolution raccourcirait les files d'attente pour les dons d'organes et réduirait les risques de rejet. En attendant, ces étudiants se sentent plus confiants à l'approche de leur première opération et espèrent bientôt sauver des vies pour de vrai. Le se célèbre ce dimanche 22 mars sous le thème « Eau et développement durable ». Un thème qui rappelle à la communauté internationale les enjeux actuels qui se posent à l'humanité tout entière, notamment la préservation de la ressource, l'assainissement et l'accès à l'eau potable. La Terre est composée de 70% d'eau, mais à peine 2,5% d'eau douce est disponible sur la planète.
Malgré les progrès réalisés dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement adoptés en 2000, quelques 750 millions de personnes, soit plus d'un dixième de la population mondiale, n'ont accès à aucune source d'eau améliorée. Entre l'industrie, l'agriculture et l'usage domestique, les besoins ne cessent de croître en réponse à une population mondiale en constante augmentation, désormais 7 milliards d'individus depuis le 1er octobre 2014. Ainsi, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a-t-il invité la communauté mondiale à travailler dans un esprit de coopération, à s'ouvrir aux idées nouvelles et à l'innovation et partager des solutions pour garantir un avenir moins précaire. Avenir que menace également le changement climatique. Aussi, les États membres de l'ONU espèrent-ils conclure un accord significatif et universel à Paris en décembre prochain. Il est donc aujourd'hui essentiel que les opinions publiques et les hommes politiques prennent conscience de l'urgence de prendre des mesures innovantes comme le recyclage des eaux usées, l'utilisation des eaux de pluie et le dessalement entre autres, afin de bâtir une société capable de générer et de régénérer les ressources essentielles à son avenir. Le Salon du Livre de Paris qui s'est ouvert vendredi met à l'honneur le Brésil. Près de 50 auteurs brésiliens sont présents, comme Bernardo Carvalho, Ana Maria Machado ou Paulo Lins. Une présence qui explique l'évolution de la littérature brésilienne après plusieurs années de dictature. La littérature brésilienne s'est beaucoup développée. Ça a commencé à la chute de la dictature quand il y a eu davantage de liberté d'expression. Et ça n'a pas concerné seulement la littérature, mais aussi le cinéma. On a vécu 20 ans de dictature, 100 ans de domination économique européenne et américaine. Maintenant, le Brésil s'est libéré de tout ça. C'est normal que la littérature se développe. Le Brésil est à l'honneur, comme il l'avait déjà été en 1998, et c'est le seul pays qui occupe cette position à ce salon du livre. Il y a une éclosion de nouvelles voix, des gens qui écrivent sur les villes avec une diversité d'expériences urbaines. Il y a une nouvelle génération de très bons écrivains brésiliens. Cette génération est très bonne. Le lectorat est aussi en pleine expansion. De nombreux festivals du livre se tiennent au Brésil. Il y a eu des lectures très encourageantes. La situation s'améliore, je crois beaucoup, au Brésil. À ce salon, les villes polonaises de Cracovie et de Wrocław sont aussi sous le feu de projecteurs, car ce sont les deux villes invitées de cette édition 2015. La Fédération nigériane de football compte saisir la FIFA pour qu'elle prononce des sanctions contre son homologue bolivienne qui a annulé la rencontre amicale internationale qui devait opposer le 26 mars prochain les Super Eagles à la Verde. Les autorités du football bolivien, soucieuses de la sécurité des joueurs et du staff technique, ont décidé de ne pas faire le déplacement d'Abuja en raison des exactions de Boko Haram dans le nord-est du pays que Carlos Chavez, président de la Fédération bolivienne, qualifie de guerre civile. Le Nigeria trouve ces arguments ridicules et n'a pas manqué de manifester son courroux, la Bolivie s'étant désistée après que joueurs et encadreurs aient tous obtenu des visas. Boko Haram sévit dans le nord-est du pays et le match devait se dérouler dans la ville d'Uyo, capitale de l'état d'Akwa Ibom, dans le sud-ouest du Nigeria. Le choix de cette localité géographiquement éloignée des zones assiégées par Boko Haram s'inscrivait selon les autorités du football nigérian dans les nombreuses mesures prises pour assurer la sécurité des Boliviens. Le Nigeria a toutefois déjà trouvé un remplaçant pour la sélection d'Amérique latine. Les Super Eagles affronteront les Grues de l'Ouganda qui occupent la 74e place au classement FIFA, publié le 12 mars dernier. Lorsqu'il sera 20h en temps universel, le FC Barcelone accueillera dans son antre du Camp Nou son rival historique, le Real Madrid, dans le cadre de la 28e journée de la Liga. Une rencontre importante qui sera suivie par environ 400 millions de téléspectateurs à travers le monde entre les leaders catalans et les merengues, deuxième du championnat à 1 point des hommes de Luis Enrique. Le FC Barcelone cartonne depuis le début de l'année civile. Meilleure attaque avec 78 buts inscrits et meilleure défense avec 16 buts concédés. Les Blaugrana affichent un bilan de 17 victoires sur leurs 18 derniers matchs. Un équilibre retrouvé et un Lionel Messi dans une forme époustouflante. Face à eux ce soir, une équipe madrilène beaucoup plus dans le doute depuis le retour de la trêve hivernale. Les joueurs de Carlo Ancelotti ont perdu plusieurs matchs importants en cette deuxième partie de saison. 2-1 contre Valence, la claque 4-0 dans le derby contre l'Atlético Madrid, 1-0 contre l'Athletic Bilbao et 4-3 contre les Allemands de Schalke 04 en Ligue des Champions, malgré la qualification pour les quarts de finale. Le Barça, qui pourrait prendre 4 longueurs d'avance sur le Real en cas de victoire, est donc favori de cette confrontation. La Maison Blanche pourrait compter sur les récents retours de blessures de Sergio Ramos et de Luka Modric, qui devraient renforcer la défense et le milieu de terrain, souvent à la peine depuis quelques semaines.
Le milieu de terrain du FC Barcelone, Andrés Iniesta, conscient de la tension toujours présente dans un classico, a avancé que cette rencontre entre le Barça et le Real Madrid est imprévisible, indépendamment de la forme de chaque équipe. En avant-première mondiale à La Haye, de son documentaire Choc, l'homme qui répare les femmes, consacré au célèbre gynécologue congolais Denis Mukwege. Sous-titré La colère d'Hippocrate, l'homme qui répare les femmes sera diffusé pour la première fois ce dimanche 22 mars en présence du docteur à La Haye, aux Pays-Bas, ville où siège la Cour pénale internationale. Le long métrage, coécrit avec la journaliste Colette Breckman, sera ensuite projeté à Bruxelles le 25 mars, puis à Paris le 31 mars, toujours en présence du docteur Mukwege, avant Montréal, New York, Washington ou encore Genève. L'action du docteur et les témoignages de ses patientes sont au centre du film, dont le décor principal est l'hôpital de Panzi, dans la banlieue de Bukavu. C'est dans la capitale de la province du Sud Kivu, frontalière du Rwanda, que le médecin chirurgien le plus célèbre d'Afrique s'attelle à réparer des victimes de tous âges et à les soutenir psychologiquement. Il déclarait en recevant l'an dernier à Strasbourg le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit du Parlement européen que chaque femme violée, il identifiait à sa femme, chaque mère violée, il identifiait à sa mère, et chaque enfant violé, il identifiait à ses enfants. Le documentaire dénonce aussi l'impunité des auteurs de viols, militaires ou ex-rebelles qui occupent parfois des postes importants. Interviewé par Thierry Michel, remarqué en 1999 pour son film Mobutu, roi du Zaïre, un prêtre congolais affirme qu'il faut tuer 1000 personnes pour devenir général au Congo. Créé en 1999 pour permettre aux femmes d'accoucher dans des conditions d'hygiène acceptables, l'hôpital de Panzi est vite devenu une clinique du viol au fur et à mesure que les régions de Kivu sombraient dans l'horreur de la deuxième guerre du Congo entre 1998 et 2003. Tous les belligérants font alors un recours quasi systématique au viol accompagné de violences inouïes dans l'intention manifeste de détruire les femmes et partant certains groupes ethniques. Une situation qui perdure malgré les appels du docteur Mukwege. Des chiens à la carte. À Tokyo, il est possible de louer à l'heure le compagnon de son choix, le temps d'une promenade ou de quelques caresses. Pour cette petite fille, difficile de se passer de sa séance hebdomadaire de câlin canin. Les chiens ne peuvent pas parler, mais ça me rend heureuse quand ils me reconnaissent et viennent vers moi. Ma fille adore les chiens, mais notre maison ne peut pas accueillir d'animaux de compagnie. Quand j'ai trouvé cet endroit, je me suis dit, c'est génial. Maintenant, elle veut venir toutes les semaines. Avec une taille moyenne de 60 mètres carrés par appartement, à Tokyo, il est souvent difficile de faire de la place pour un molosse. Du coup, les clients affluent et n'hésitent pas à payer jusqu'à 26 € pour une heure de balade. La capitale japonaise compte des dizaines de boutiques comme celle-ci. Bien sûr, il y a des parents qui viennent avec leurs enfants, mais aussi des couples, des personnes seules, hommes comme femmes. Il y a aussi beaucoup de personnes âgées qui ne se sentent plus capables de s'occuper en permanence d'un chien. Pour les défenseurs des droits des animaux, exposer les bêtes à un grand nombre de personnes différentes leur inflige du stress et peut les conduire à la dépression. Mais la propriétaire affirme qu'au contraire, plus ces chiens reçoivent de l'amour, plus ils sont heureux.